Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Emir Kir. Bonjour. Bonjour. Député fédéral et puis bourgmestre de Saint-Josse. Alors, on parle d'abord rapidement du fédéral. On a vu qu'il y avait une assemblée générale à la prison de Forêt aujourd'hui. Quelques personnes se sont prononcées pour la reprise, quelques autres personnes se sont prononcées pour le maintien, et puis la grande majorité est dans l'attente de réponses. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ici, ce conflit se termine un peu à l'usure? Le gouvernement a dit maintenant c'est fini, on négocie plus. Je ne sais pas si ça va se terminer à l'usure, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le conflit s'étend dans tous les secteurs de la vie, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Je pense réellement qu'il y a un problème de dialogue social entre le gouvernement et les différents syndicats, les travailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre les travailleurs. On veut diminuer de 10% le personnel dans les prisons, de 20% les budgets de fonctionnement, et on veut retirer 30% des budgets d'investissement. Donc pour eux, la perspective est catastrophique. Et donc, quand ils défendent aujourd'hui les prisons, quand on défend le train, quand on défend tous ces secteurs, on défend en réalité les services publics qui sont attaqués de plein fouet par ce gouvernement qui réellement est antisocial. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on va en sortir à l'usure. Il faut absolument que le Premier ministre se rende compte de son rôle. Aujourd'hui, il doit monter au créneau et rétablir le dialogue social avec les travailleurs. Non, sur les prisons, il a dit qu'il ne voulait plus négocier, que là, c'était terminé. Est-ce que ce n'est pas quand même problématique, cette grève qui s'éternise dans certaines prisons ? Mais pour l'image de la Belgique, pour nos régions, qu'elles soient bruxelloises, wallonnes et même pour la Flandre, pour tout le monde, c'est négatif. Je crois qu'à un moment donné, on doit pouvoir en sortir, mais la méthode de travail qui est utilisée aujourd'hui n'est pas bonne. Diviser le pays, montrer la Flandre comme exemplaire, attaquer Bruxelles, la Wallonie, c'est injustifiable. On veut un gouvernement fédéral avec un Premier ministre qui joue la coopération, pas la division. Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un problème de méthode. Alors, ce matin, hier, on a appris que la région attaque le fédéral dans le dossier des survols. Est-ce que la commune de Saint-Josse, dont vous êtes bourgmestre, va se joindre à ces actions ? Je sors justement d'une réunion avec M. Vervoort et Mme Frémaux, et Saint-Josse va se joindre, comme je pense la plupart des communes bruxelloises, à cette action. Et encore une fois, ici, on voit que le gouvernement fédéral ne tient pas compte de l'intérêt des Bruxellois. On sait qu'il y a des associations flamandes qui ont déposé des recours contre la situation actuelle. Quand c'est pour les Flamands, il n'y a pas de réaction. Et quand c'est pour défendre les intérêts des Bruxellois, il n'y a rien. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un acte politique a été posé par Rudy Vervoort et le gouvernement bruxellois avec Céline Frémaux. Ils appellent à l'unité de tous les Bruxellois pour défendre l'intérêt des Bruxellois. Est-ce que vous sentez cette unité de toutes les communes ? Alors, j'ai senti tout à l'heure dans la réunion que d'autres communes se sont jointes aux côtés de celles qui avaient déjà montré, je dirais, leur intérêt. Gansoren s'est rajouté, Evert, enfin, toute une série de communes se sont rajoutées évidemment à la cause. Du côté du MR, il y a là un positionnement qui n'est pas clair, il y a eu des remarques qui ont été faites en réunion. J'ose espérer que ceux qui, à la conférence des bourgmestres, ont marqué leur accord sur cette manière de faire, sur cette méthode de travail, aujourd'hui continueront à défendre la même idée, à savoir une unité des Bruxellois face à un gouvernement fédéral qui est clairement hostile à Bruxelles. Alors ce soir, un village des supporters va s'ouvrir sur la place Roger, puisque c'est l'Euro 2016 qui débute avec un écran géant, 900 personnes attendues. Est-ce que c'est bien raisonnable alors qu'on est en niveau 3 ? Bon, il y en a d'autres qui le font, mon ami. Mais ici, ce n'est pas ponctuellement, oui. Ça va être quand même beaucoup de jours d'affilée. Oui, mais pour ceux qui le font sur plusieurs jours, ils ne vont pas pouvoir démonter et remonter, donc il y a toujours des considérants d'ordre de sécurité. Benoît Serex le fait à Woluwe, j'en parlais encore tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi le voir de manière positive. C'est une occasion exceptionnelle pour la Belgique et pour Bruxelles et pour Saint-Josse. Pour la première fois, ça se passe à côté, en France. On est en plus une des belles équipes favorites de ce tournoi. Et nous ne voulons plus de lockdown. Nous voulons faire rayonner Bruxelles, Saint-Josse en particulier. Et la place Roger accueille des grands hôtels d'un certain standing, mais aussi la Commission européenne avec la Covent Garden. C'est peut-être l'endroit idéal pour le faire. Et il y a aussi une belle coopération avec les services communaux. Je pense que c'est un projet très positif pour tous. Mais est-ce que la zone de police va pouvoir avoir les effectifs, va pouvoir suivre ? Parce qu'il y a quand même une surcharge de travail depuis de nombreux mois. Il y a un dispositif de police qui sera présent tout au long de l'événement, mais vous savez, quand j'écoute les arguments des uns et des autres sur le niveau 3, etc., aujourd'hui on nous demande pour le niveau 3, avec des écrans géants, de prendre un certain nombre de mesures. J'ai pris toutes ces mesures dans l'arrêté de police. Et donc le périmètre est sécurisé, il y aura des contrôles, on ne peut pas rentrer avec des sacs,
Tout ça a été fait. Mais dans l'absolu, est-ce que l'on va faire ça partout dans la ville ? Nous aurons protégé ce périmètre. Est-ce que vous pensez qu'on protège d'autres périmètres ? Je pense réellement que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous devons faire notre choix. Et notre choix, c'est de faire rayonner notre pays, de faire rayonner notre région et d'avoir des événements qui rassemblent les gens en prenant évidemment des mesures de sécurité. Mais n'oublions pas, le football va rassembler, c'est un moment de fête pour tous les Belges. Alors, est-ce que vous avez pu voir les hôteliers qui sont autour de la Grand Place, parce qu'ils se plaignaient de l'avoir appris finalement lorsqu'ils ont reçu l'invitation, de ne pas avoir été consultés, alors que ça va être sous leur fenêtre? D'abord, des contacts ont été pris entre l'organisateur et les hôteliers. Il y a eu des contacts que j'ai eus moi-même avec certains hôteliers. Certains n'étaient pas simples, d'autres étaient très heureux. Il y en a même un qui distribuait déjà tous les flyers un peu partout à tous ses clients, parce que c'est une opportunité exceptionnelle pour eux. Imaginez un peu tous ces gens qui font des city trips, les businessmen, les touristes qui vont être à cet endroit. C'est plus sur le manque de concertation, finalement, de l'avoir un peu appris au dernier moment. C'est là qu'était la crise. Vous savez, ceux qui aujourd'hui posent la question de la concertation, je les comprends. Mais ils oublient très vite qu'il y a eu les attentats terroristes du 22 mars et qu'il n'était pas simple d'avoir des candidats porteurs de projets aussi ambitieux. Ici, l'opérateur économique prend un risque économique important en s'engageant dans ce projet. Il faut les remercier. Est-ce qu'il va devoir s'acquitter d'une redevance pour occuper cet espace? Non, pas du tout. Non, Parce qu'il y a un règlement quand même depuis 2012 qui dit que c'est 17 € du mètre carré par jour. Nous n'avons aucune intention de le faire. Un, ils prennent le risque économique d'organiser cet événement pour le rayonnement de tous. Deux, il y a, je dirais aussi, un travail qui est fait avec la commune. Il va y avoir aussi des habitants qui vont pouvoir participer gratuitement à l'événement. Le risque économique est pris par eux. La commune ne met pas un copec pour l'organisation de l'événement. Donc, nous avons avec eux un accord. C'est une mise à disposition de la place. Donc, on n'appliquera pas cette taxe. Non, c'est comme évoluer. Vous savez, j'ai aussi interrogé d'autres collègues. Ça se passe comme ça dans toutes les communes. Quand c'est l'opérateur économique qui prend le risque, il est normal que la commune puisse appuyer et accompagner. Alors, la place Rogier, on en parle, c'est aussi un chantier qui a pris du retard. On a vu cette semaine, les conseillers de l'opposition de votre commune nous ont emmenés dans les sous-sols, montrer que l'accès était assez facile et qu'on arrivait même à surplomber les voies du pré-métro. Ça pose quand même question, cette situation. Oui, je trouve que leur manière de faire est préoccupante. C'est plus la situation qui pose question, qu'on puisse y accéder. Montrer des chemins, venir avec une caméra. Je pense que quand on est conseiller communal ou habitant, on témoin de ce type de situation, la première chose qu'on fait, c'est d'avertir les autorités et éviter de montrer un chemin. Je trouvais ça très particulier dans leur chef. Je trouve que c'est fort regrettable. Là, c'est le messager que vous flinguez, mais sur le problème même. Non, je trouve que quand on est citoyen, et de surcroît quand on est élu, quand on est devant ce type de situation, on avertit les autorités, on n'avertit pas les médias. Mais bon, chacun a compris qu'il y a des manières de faire qui sont les leurs. Mais sur le fond, voilà, la question a été posée, les différentes autorités ont été averties. Nous avons demandé à plusieurs reprises, depuis maintenant 2 ans, que la région prenne les dispositions par rapport à ce problème. C'est la responsabilité de la région. Ça a été aussi, je rappelais, je pense, dans les articles. Ouais, le bourgmestre n'a pas une responsabilité sur la sécurité, sur l'espace public? Le bourgmestre a la responsabilité de la sécurité. Mais par rapport à la tenue du chantier, c'est l'opérateur qui le fait. Dans ce cas-ci, c'est évidemment Bruxelles Mobilité. Et vous savez quelles mesures d'urgence vont être prises? Nous avons réécrit encore une fois la semaine passée à la région pour que la région prenne toutes les dispositions. Alors, la place Roger, c'est à 2 pas de la rue de Brabant, rue commerçante bien connue, qui est à cheval sur Saint-Josse et Scarbeck. Cette rue voulait devenir une zone touristique, ce qui lui permet d'ouvrir le dimanche sans devoir récupérer un jour en semaine. Finalement, ça ne le sera pas parce que la région n'a pas soutenu le projet. Vous le regrettez? Alors, d'abord, la région n'a pas répondu, rétablissons les faits, répondu dans les temps. Moi, je suis favorable à 100%. J'ai aussi envoyé un courrier pour soutenir l'initiative de Scarbeck. Comme vous l'avez dit, on est à cheval. Et je vais moi-même déposer, avec notre échevin du tourisme, Éric Jassin, un dossier pour aussi avoir une zone touristique à Saint-Josse. Madou avec la chaussée de Louvain, mais aussi Botanique avec la rue Royale, la chaussée d'Ac, la rue du Méridien, et enfin Rogier, depuis la place Rogier, rue du Progrès, avec la rue Brabant. Je pense que pour le bon déploiement de la région bruxelloise, et en particulier dans un contexte aussi difficile, il faut faire vivre le centre-ville, mais il faut aussi faire vivre toutes les autres communes. Et je pense que Saint-Josse, Scarbeck, Saint-Gilles-Forêt, toutes les autres doivent aussi vivre. Et donc, il est essentiel pour l'activité économique porteuse d'emploi de reconnaître ces zones touristiques aussi. Et donc vous pensez que la région va le faire? Parce que ce qu'on a cru comprendre quand même, c'est que le ministre-président disait que tous les critères n'étaient pas remplis pour la rue de Brabant. Je pense que ce serait une erreur d'appréciation de ne pas reconnaître cette qualité à ces artères qui
véritablement accueille des milliers et des milliers de passants, je pense qu'il serait une erreur de vouloir concentrer tout sur le Pentagone. Il faut donner de l'économie et de l'air à toutes les communes. Donc là, vous espérez que la région va prendre ce dossier à bras-le-corps, alors? Les messages ont déjà été passés dans ce sens, effectivement. Alors, encore à 2 pas de là, on reste toujours dans le même quartier, la place Saint-Lazare. Il y a un grand chantier qui est en cours, c'est celui de la Silver Tower, une grande tour de bureaux, chantier qui est à l'arrêt depuis le mois d'avril, à l'arrêt pour 11 mois minimum. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un chancre là, qui justement dans ce quartier-là prenne naissance? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la question, ça suffit. Alors il faut qu'on atterrisse dans ce dossier et j'ai demandé que l'on prenne des dispositions pour sécuriser l'espace tout autour de ce chantier. La situation est devenue intolérable. Le chantier va peut-être débuter demain, après-demain, c'est fini maintenant. Il faut prendre des dispositions de sécurité parce qu'il y a des habitants qui vivent dans le quartier et des gens qui passent dans ce quartier. Et quand le promoteur dit c'est parce que ça devient difficile de trouver des occupants pour les bureaux, il y a un marché finalement qui est moins porteur. Est-ce que ça, vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez des craintes pour les revenus de Saint-Josse? Parce qu'on sait que Saint-Josse vit beaucoup des revenus de l'immobilier. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe pour les raisons que vous venez d'évoquer. La tour EBM va être en chantier très bientôt. Là, c'est une bonne nouvelle. Et la Silver Tower, j'étais encore ministre quand on a délivré ce permis, c'était moi. Elle attend de trouver un candidat locataire. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir une éclaircie dans le marché de l'immobilier au plus vite et sortir de cette situation qui est véritablement un nœud pour la place Saint-Lazare, laquelle place va être transformée en véritable esplanade à partir de l'année prochaine. Je rappelle que le permis a été déposé, ça va devenir un écrin vert, il va y avoir une autre ambiance de ville et donc nous espérons que ces chantiers puissent se faire concomitamment. Alors, au dernier dossier sur Saint-Josse, on a parlé de l'école Cudel, c'est début de semaine. Cudel, oui. Lycée Cudel, voilà, je ne revenais plus sur le terme. Lycée Cudel, un subside n'a pas été utilisé, 200 000 € qui seraient à rembourser. On n'a pas voulu nous donner de réaction à la commune ce jour-là. Qu'est-ce que vous répondez à cette situation? Je dirais d'abord à ceux qui viennent avec la critique facile, arrêtez de salir cette école. Arrêtez de ternir l'image de ces enseignants, de ces préfets, de tous ces gens qui travaillent au quotidien pour tirer ces jeunes vers le haut. Vous savez que c'est une école qui accueille essentiellement des jeunes qui ont des difficultés, et notamment beaucoup de primo-arrivants. Mais au-delà de ça, il y a quand même 200 000 € de perdus. Je vais y répondre. Mais d'abord, sur le principe, vous savez, c'est une école qu'on essaye de faire vivre. On se bat pour cette école avec ses enseignants, avec les syndicats. On essaye d'avoir une école qui soit la plus performante possible. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de l'utilisation de subventions, de dotations qui arrivent de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers le lycée. La Fédération Wallonie-Bruxelles considère que certaines dépenses ne sont pas éligibles. La commune a décidé, avec le lycée, d'introduire un recours vers l'instance supérieure. Voilà où on en est. Vous savez, c'est des choses qui arrivent dans tous les dossiers. Mais de là à aller laisser sous-entendre des choses, c'est très désagréable. Attendons l'issue de ce dossier. Après, on verra qui n'a pas fait les choses qu'il devait faire à tel endroit et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Yves de Jong d'Artois et Vincent Van Allowen. Je vous souhaite un bon week-end à tous.